profite pour vous souhaiter la bienvenue dans cette traduction avec notre dernier conférencier de ce soir, qui est Sven Hauberg, qui va nous parler de Zcash, donc qui est une crypto-monnaie anonyme. Le sous-titre de cette... Alors, le sous-titre de la conférence est particulièrement long. Si jamais vous arrivez à le retenir, vous avez des points spéciaux. Sven est mathématicien, un développeur, un cryptographe. Il fait également de la programmation fonctionnelle en C, qui en fait probablement la personne à qui vous avez envie d'écouter. Merci d'applaudir Sven. Merci. Merci pour l'introduction. Oui, merci à tous d'être venus. Alors la version courte du titre, c'est les Zcash pour les amateurs qui veulent en savoir plus. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà entendu parler des Zcash? Oh, c'est plus que ce à quoi je m'attendais. D'accord. Alors, à la fin de cette présentation, j'espère que vous comprendrez mieux comment ces choses peuvent être utilisées pour créer une crypto-monnaie qui fonctionne un peu comme Bitcoin, mais a une meilleure vie privée et des qualités d'anonymat. Alors, je préfère vous prévenir, je ne pourrai pas vous expliquer comment fonctionnent les Zcash. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas trop déçus sur ce point, ça sera peut-être une autre présentation l'année prochaine. Alors, commençons. Zcash, comme on l'a dit, est une crypto-monnaie de l'argent magique d'Internet, donc un petit peu comme Bitcoin. En fait, c'est basé sur le code du Bitcoin. C'est un peu un coin alternatif que vous connaissez peut-être, mais à la différence de beaucoup d'autres monnaies, ça ajoute des réelles fonctions supplémentaires au protocole, et c'est-à-dire principalement un nouveau type de transaction qui est capable de protéger l'émetteur et le récepteur et la quantité d'argent qui est transférée. Ce type de transaction existe en parallèle des transactions habituelles type Bitcoin. Donc en fait, on a deux types d'adresses. Des adresses qui commencent, une adresse transparente qui commence par un T, un nouveau type d'adresse qui commence par un Z, ou un Z en anglais, qui est utilisé par le nouveau type de transaction. Et comme j'ai pu le dire avant, ça utilise les Zcash, qui sont quelque chose d'assez récent, de la magie mathématique assez récente, on pourrait dire. Je crois que 2010 et sont la première citation de la spec de Zcash. Pour vous donner une idée, le Zcash, c'est la suite de deux propositions académiques. Donc le Zero Coin, qui était encore assez différent du Zcash, et l'autre c'était Zero Cash. Et ça a déjà ça ressemble déjà presque à du Zcash. On peut considérer le Zcash comme une implémentation du Zero Cash avec quelques améliorations et affinages. Alors maintenant, un nombre d'inventeurs du Zero Cash et un nombre d'autres gens ont créé une entreprise qui a pour but de vraiment permettre à ce système de se développer et apparemment, ils veulent également créer une fondation à but non lucratif pour gouverner les développements à venir du Zcash. Je préfère vous prévenir, je ne suis pas affilié à quelconque de ces entités, je suis juste un observateur intéressé qui pense qu'il peut expliquer ça peut-être à d'autres. Alors, parce qu'on n'a pas tant de temps que ça, cette présentation va se concentrer sur l'aspect technique. Il y a d'autres questions intéressantes, mais moi je vais juste vous expliquer comment le système fonctionne de manière abstraite, à quoi ressemblent les transactions, ce qui est caché exactement, qu'est-ce qui n'est pas caché peut-être, et comment on peut vérifier la validité d'une transaction si on ne sait presque rien à son sujet. Et en fin de compte, et on vous expliquera, donc ça deviendra plus clair, où entre les Zcash en jeu. Si vous connaissez Bitcoin, voici un petit récapitulatif. Voici une transaction Bitcoin.
Désolé. Alors, imaginez Bitcoin, je ne veux pas rentrer dans toute la blockchain, etc., parce qu'on n'a pas besoin là tout de suite. Et imaginez juste Bitcoin comme une longue liste de transactions qui est vérifiable de manière publique, ça suffit largement comme conception pour cette présentation. Parce que le système de Bitcoin est fonctionnel pour le monde de transparent, on peut juste se contenter de regarder les transactions de manière unique. Alors voici une transaction Bitcoin, et on en a une longue liste dans le monde. Et chacune de ces transactions prend un certain nombre d'entrées, des entrées en termes d'argent, en termes de montant des transactions précédentes, et puis déclare des montants en sortie pour des adresses qu'ils doivent recevoir. Pour que cette transaction soit valide, il faut avant quoi que ce soit, ces deux choses, il faut montrer qu'on a le droit de dépenser les entrées et il faut s'assurer que les entrées et les sorties se combinent sans tricher. Comme j'ai déjà laissé entendre avec le Zcash, la chose, ça ressemble beaucoup, sauf qu'il y a un nouveau bloc en plus à la fin qui ajoute des choses appelées des joint splits, donc donc, qu'est-ce que sont ces choses et comment on peut montrer leur validité? C'est le sujet principal. Alors, rentrons un peu dans le joint split. À quoi ressemble un joint split? Une des différences principales avec le Bitcoin, c'est que la valeur de cette nouvelle transaction Zcash est en fait transférée sous la forme de pièces virtuelles. Alors qu'en fait, c'est un peu ironique parce que le Bitcoin n'a pas, malgré son nom, le concept de pièces que ce soit dedans. Ici, on a ce concept. Et on peut voir sur cette image que chaque joint split prend 2 pièces en entrée et génère 2 pièces en sortie. Donc les pièces d'entrée sont consommées et ne sont plus valides, et à la fin, de nouvelles pièces entrent en existence. Pourquoi 2? Très rapidement, c'est parce que c'est généralement suffisant pour tout ce qu'on va faire. Si on veut n'utiliser qu'un seul, on en réduit l'autre à 0. Si on veut en faire plus ou en créer plus, on combine de plusieurs joint splits dans la même transaction. Alors, la partie importante, chaque pièce virtuelle ont ce qui s'appelle un texte en clair, qui est en fait des groupes de valeurs, qui contient l'information sur cette pièce, à savoir sa valeur, à qui ça appartient, et les valeurs techniques sur lesquelles on reviendra. Et tout ça, c'est gardé secret. Le possesseur de la pièce le connaît, mais personne d'autre. Les seules choses qui sont publiées, en fait, dans la blockchain, dans le joint split, ce sont les nullifieurs et le commitment, donc les annuleurs et les engagements qui sont publics. Ne vous inquiétez pas trop de ce que c'est pour l'instant, ce que ça veut dire pour l'instant, mais pour l'instant, c'est juste des chiffres qui sont dérivés de manière unique de la pièce, du texte en clair de la pièce. Et les annuleurs sont toujours utilisés quand on dépense la pièce, et les engagements sont utilisés pour créer l'existence de la pièce. Et comme ces nombres sont différents et qu'ils sont dérivés de telle sorte qu'ils ne puissent pas être reliés les uns aux autres, on peut immédiatement retracer une transaction. Alors, ça s'appelle un annulateur parce que ça annule, c'est une valeur qui annule en somme la pièce. C'est consommé et après ça, ce n'est plus une pièce valide. La façon dont ça fonctionne, c'est vraiment très simple. Je peux vous l'expliquer avec cette image. Chaque nœud dans le réseau garde une liste de tous les annulateurs qu'il a jamais vus et une liste de tous les engagements qu'il n'a jamais vu. Et quand un nouveau joint split apparaît, il va simplement vérifier la liste des annuleurs par rapport à la liste qu'il a déjà vue. Et s'il ne l'a pas déjà vu, alors c'est une pièce qui est encore valide. Donc c'est encore vraiment très simple, c'est une protection contre la double dépense. C'est très important évidemment, mais ça ne demande pas vraiment de magie pour l'heure. Ce qui va demander de la magie, en fait,
c'est vérifier que je n'invente pas ces nombres de nulle part, qu'en fait qu'ils correspondent à quelque chose, à des pièces, et que les choses finissent par rester en équilibre. Il faut que les choses restent en équilibre, il faut que les pièces m'appartiennent, et tout ce genre de choses-là. Et expliquer comment ça marche, c'est la suite de la conversation. Donc ça, c'est à quoi ressemble le join split. Donc c'est une forme un peu moins pictoresque. Donc ça sort directement du papier de recherche. Donc vous pouvez voir que il y a un certain nombre de valeurs qui ne nous intéressent pas vraiment, mais vous pouvez surtout voir qu'il y a les deux annuleurs ici pour l'entrée, pour la pièce en entrée, et les engagements pour la pièce en sortie. Et la valeur T, c'est un nombre qui identifie de manière unique le set d'engagements qui existe à ce moment-là. Donc ça établit le contexte pour les annuleurs. Donc si vous savez ce que c'est un arbre de Merkel, donc ça c'est en fait la racine d'un arbre de Merkel. Donc si vous savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, c'est simplement un nombre qui, enfin imaginez-le comme un nombre qui identifie de manière unique un set d'engagements qui existe. La dernière chose, et la plus importante, c'est le petit pi à la fin, qui est la preuve de validité. C'est un nombre qui d'une certaine manière, avec un certain procédé, doit nous convaincre que cette transaction est valide et est conforme à tout ce que, enfin, toutes les exigences qu'on lui a posées, toutes les conditions qu'on remplit, toutes les conditions qu'on attend d'une transaction valide. Et pour expliquer comment ça fonctionne sans entrer trop dans le détail, imaginez que je pourrais convaincre quelqu'un que je sais les textes en clair pour deux nœuds, donc les deux nœuds d'entrée et les deux nœuds de sortie. Donc si je peux convaincre quelqu'un que j'ai ces textes en clair et que les deux valeurs d'annulateur correspondent aux deux pièces en entrée, que les deux engagements correspondent aux deux engagements de sortie, et puis que tout est en balance. Donc c'est de manière intuitive, c'est convaincant d'une certaine manière. Et ça, c'est en fait le plan d'action pour nous. Donc pour rendre ça plus précis, ce sera notre travail pour la suite. Donc maintenant les EK Snarks, donc on a déjà parlé. Donc c'est des arguments de preuve non interactifs succincts et sur lesquels il n'y a pas de connaissances. Alors qui ont les caractéristiques dont on vient d'évoquer, qui prouvent qu'on connaît le texte en clair de ces nœuds, et également que ça satisfait nos besoins. Voici l'API très simplifiée d'un système de ZK-SNARK. Alors on pourrait préciser qu'il y a plusieurs constructions de ZK-SNARK. C'en est une. On parle de celle qui est utilisée dans le Zcash. Alors il y a une procédure de démarrage, de mise en place, qui en précisant, qui est quelque chose qui est intéressant, mais on ne va pas vraiment avoir le temps de rentrer dedans aujourd'hui. Ça a été fait une semaine avant le lancement de Zcash. C'est une histoire très intéressante. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez le lire. Il y a eu plusieurs personnes qui ont participé et qui ont fait leur compte rendu de comment ça s'est passé. Donc ça, c'est vraiment intéressant, mais il faut qu'on saute ce passage-là pour l'instant. Ensuite, on a la procédure de preuve. Donc on donne des entrées, de notre côté le texte en clair qui donne ensuite la valeur pi qu'on peut mettre dans la procédure de vérification avec le pi sans l'entrée comme on peut le regarder, et ça renvoie un résultat. Et s'il est vrai, on devrait être convaincu que le prouveur connaît effectivement peut effectivement prouver ce qu'il avance à la base. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver dans le lib snark qui est sur GitHub.
Et votre système, donc, fonctionne avec un peu de chance. Alors, pour que tout soit plus concret, alors donc les joint splits, voici la collection de conditions pour qu'une transaction soit valide. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Le prover connaît quatre nœuds qui connaissent ces choses. Chaque nœud consiste en 4 valeurs. Ça, c'est la valeur du propriétaire, la valeur du nœud, donc 2 nombres ρ et r. Et ceci devrait remplir le state, enfin la condition que ce nœud passe quelque part dans notre arbre de Merkle. Donc, les engagements correspondent à la sortie, les entrées correspondent aux annuleurs, et après, il y a encore l'unicité de ρ qui est quelque chose d'un peu plus technique. Donc, la non-malléabilité dit que, pose la condition que ce joint split que ces conditions du joint split correspondent à ce joint split. Donc, voilà. Donc, pardon. Ok, on revient juste sur la dernière slide. Donc, comment on peut encoder ça d'une façon que le système de ZK-SNARKs peut faire du sens? Est-ce qu'il y a des programmeurs dans l'audience qui savent comment encoder certaines choses dans un code d'un quelconque langage? Donc, la suite devrait vous rappeler les souvenirs. Donc, ça, c'est quelque part logique. Circuit booléen qui calcule une fonction logique. Donc, ça prend quelques entrées à gauche. Donc, ces valeurs booléennes passent à travers ces portes logiques et on reçoit une sortie à la fin. Voilà. Donc maintenant vous savez que c'est assez pour faire toutes les choses de votre ordinateur. Ça pourrait être intuitif comme façon d'encoder les choses. Mais toutefois, il se trouve que les booléens ne sont pas forcément très intéressants d'un point de vue mathématique. Ce que ZK-SNARK utilise, c'est une variante qui a un circuit arithmétique où les valeurs le long des câbles sont des vrais nombres et les portes, appliquent des opérations arithmétiques. C'est un autre exemple, un circuit pour additionner deux nombres, les mettre au carré et les multiplier par un troisième nombre. Et il se trouve qu'on peut utiliser ces circuits arithmétiques pour représenter des opérations booléennes. C'est une multiplication. Donc si vous considérez que les entrées sont restreintes au set de 0 et 1, ben, la sortie fera aussi partie du set 0 et 1. Donc, si les deux sont à 1, ben, la sortie sera 1, c'est le booléen note. Donc c'est 1 si x est 0, et l'inverse. On peut faire beaucoup de choses avec ces circuits. On peut encoder plusieurs expressions ou fonctions. Mais ce qu'on a de nos join split sont en réalité des conditions, donc des choses, des statements comme quoi, par exemple, cette valeur doit être équivalente à cette autre valeur. Donc, comment on peut prendre ça pour vérifier que quelque chose que des conditions remplissent certaines, des valeurs remplissent certaines conditions, pardon. Okay. Alors, on va prendre cette valeur d'entrée pour s'assurer que la valeur de sortie arrive à 0. Pourquoi 0? Parce que ça nous amène tout de suite à la satisfaction de l'équation suivante. Alors, imaginez cette équation en haut. Si on veut savoir si on peut satisfaire ça avec une certaine solution de x, y et z, alors refaites vos collèges, votre maths de lycée, plutôt que de chercher avec l'égalité entre les deux côtés, regardez plutôt la différence pour que l'un et l'autre redeviennent à 0. Donc passez en fait de la première étape, arrivez plutôt à la deuxième. Donc créer un circuit arithmétique pour représenter le deuxième et essayer de voir comment satisfaire cette partie-là pour que la partie de gauche devienne 0. Et donc vous saurez que ces valeurs
satisfont cette équation. Et les ZK-SNARKs permettent non seulement de prouver qu'on peut satisfaire et qu'il existe une solution, de n'importe quelle solution qui peut satisfaire l'équation, mais ça nous permet également de prouver qu'on connaît effectivement les bonnes valeurs. Donc du texte en clair de notre note. Alors donc c'est un peu le plan d'action. Vous avez peut-être maintenant une image un petit peu. Donc maintenant notre but c'est d'encoder le joint split dans une équation formelle de telle sorte que tout ceci devienne un circuit arithmétique, brancher ça dans notre libsnark et l'utiliser pour prouver la connaissance des notes pour que le circuit soit satisfait. Alors, si on veut revenir un peu en arrière, qu'est-ce qu'on doit véritablement encoder dans le joint split? Quels sont les ingrédients? J'ai parlé un petit peu d'un arbre de hash avec des engagements, des fonctions pseudo-aléatoires, de l'arithmétique et de non naturelle. Alors les trois premiers sont instanciés avec une fonction de hachage que vous connaissez sûrement, SHA-256. Alors donc, on doit principalement créer un circuit arithmétique pour le SHA-255 et la suite est une variation de ça. SHA-256, si vous avez déjà vu une description, contient beaucoup d'opérations binaires, des opérations arithmétiques, et donc l'implémentation de Zcash ou ZeroCache choisit la route de représenter tous les nombres de manière native comme des binaires. Donc si par exemple vous avez un nombre de 32 bits, vous prenez 32 câbles et chacun ne conduit qu'un 1 et un 0. Et seulement si vous avez besoin de la représentation directe, par exemple pour l'équilibre à la fin de compte, et vous convertissez ça donc avec un circuit arithmétique qui calcule la valeur binaire représentée sur la formule ici présente. Vous pouvez également revenir en arrière avec une petite astuce, mais je ne vais pas rentrer dedans maintenant pour pas trop vous perdre. On peut également faire des choses comme le déplacement de bits, le bit shifting, simplement en permutant le câblage de la bonne façon. Donc ça c'est un bit shift de 2. Vous avez les valeurs qui entrent là en bas et on les reroute pour les mettre placer 2 fois à droite. Et donc tout ceci devrait vous donner une bonne idée de ce qu'on peut faire, de comment le faire. On a juste besoin de regarder SHA-256, prendre tous les morceaux, tous les transformer en circuit arithmétique, tout combiner, et puis une fois qu'on a fini, ça ressemble un peu à quelque chose comme ça. Donc ça c'est dans le papier du ZeroCache, et il y a une magnifique salade. Allez, on a juste besoin de tout réduire ça en montant à ébullition. On regarde ici, on a donc la SHA-256. On voit qu'on a beaucoup plus, mais pas finalement tant que ça. Il y a de la concaténation, il y a des constantes, il y a des nombres réguliers arithmétiques. En bas, on a l'équilibrage, des valeurs avec d'autres valeurs qui sont égales à d'autres valeurs. On vérifie le dépassement, l'overflow. On a également la validation des engagements, les annulateurs qui soient bien créés. La seule chose qui manque ici, c'est l'arbre de Merkle, la vérification de Merkle, puisque ça ne rentrait pas là, et pas la place de le mettre. Ouais, c'est ça. Voilà, on y est donc. Je crois qu'on a le temps, 7 minutes pour faire des questions. Alors on va faire une courte session de questions-réponses. Approchez-vous du micro. Alors, en partant du principe qu'il y a un bug et que quelqu'un peut créer de l'argent ex nihilo de manière anonyme, y a-t-il une façon que la communauté pourrait à un moment s'en rendre compte et qu'il y a trop de Zcash plus qu'il ne devrait rien avoir? Oui, donc
pas immédiatement. Et ça, c'est un des grands dangers en réalité. C'est une très bonne question. Une chose que vous pouvez voir si vous êtes, si vous vous souvenez de la slide avec les joint fleet, vous pouvez voir quand les pièces de monnaie sont créées et quand elles sont dépensées. Donc, à tout moment, le système a une image de combien il y a de pièces de monnaie qui ont été créées jusqu'ici et combien de pièces de monnaie ont déjà été dépensées. Mais ça, bien sûr, ça ne vous donne pas exactement ce que vous voulez. Et il y a eu des discussions sur la question d'étendre le système pour inclure une sorte de compte régulier où chaque nœud doit transférer tout son argent sur le monde transparent et le monde transparent vous retournerait en fait tout l'argent. Donc ça n'y aurait pas votre anonymat. Et le, C'est pas encore discuté maintenant. et le récupérer en temps voulu dans le monde non transparent. Est-ce que on pourrait forker finalement la chaîne de Zcash? Alors, un fork, ça fonctionnera exactement pareil que dans Bitcoin, oui. Toutes les conditions sont forcées de la même façon que par les mécanismes du Bitcoin. Donc microphone 8. Alors, je me demandais si vous avez regardé l'aspect financement, l'aspect algorithmique et l'aspect éthique, parce que je me demandais ce que vous pensiez de ça, parce que quand j'ai regardé sur comment c'est financé et comment l'algorithme collectionne de l'argent pour les investisseurs et les développeurs, j'ai vu que dans les 4 premières années, 20% de tout l'argent ira aux développeurs et aux investisseurs. Et après, ça s'arrête et la somme totale de monnaie qui va être créée, jusqu'à la fin, 10% reviendra aux développeurs et aux investisseurs. Qu'est-ce que vous pensez d'un point de vue éthique de ce choix? Parce qu'ils sont en train de programmer de manière algorithmique une certaine égalité. Oui, alors, ok, oui. Parce que moi, je ne peux que parler de ma propre interprétation de ceci, mais je dois admettre que je n'ai pas regardé trop près de ça, parce que je m'intéressais plus à l'aspect technique. Et la façon dont je l'ai interprété, c'est que je crois qu'ils ont fait ça, ils l'ont fait de cette façon, dans le but d'avoir une alternative qui est meilleure que d'avoir miné en avance, avant le lancement. Ils voulaient éviter du minage en avance, comme d'autres crypto-monnaies, où les développeurs ont fait leur propre, ont miné avant de se lancer. Et ils ont voulu également commencer avec un lancement lent du minage, ce qui veut dire que la première époque, les premiers quelques blocs, je ne sais pas combien exactement, la récompense du minage est assez basique et augmente avec le temps. Ils ont fait ça pour éviter une situation où les développeurs ont trop de puissance concentrée au début. Et je crois que la récompense pour les fondateurs que vous avez mentionné, elle est mise dans l'algorithme pour les 4 premières années, parce que comme ça ils ont un pourcentage de tous les coins qui sont minés pendant le début. Et c'est pour mettre ça en balance, en équilibre avec l'autre solution. Je crois que c'est ça l'intention. Au-delà de ça, vous avez parlé aussi de le fait d'avoir fait ce choix au niveau éthique. Et comment est-ce que moi j'interprète ça? Je dirais, c'est eux qui ont mis ça dans l'algorithme, mais c'est toujours le consensus du réseau qui le confirme. Donc en fait, il n'y a rien qui empêche le réseau en lui-même de décider démocratiquement qu'on veut en fait réduire de moitié ou complètement à zéro la part des fondateurs. Il y a peut-être des alternatives. Il y a déjà une alternative Zcash, mais qui est, je ne sais pas si elle a fonctionné, mais qui enlève tout simplement la récompense pour les fondateurs et d'autres qui la remplacent avec autre chose complètement. Donc il y a beaucoup de discussions, une grande discussion qu'il faut avoir à ce sujet-là, je pense. Mais voilà, en gros, ma vision des choses. Encore une question. Microphone 7. Vous en avez déjà parlé un peu. Je me demandais quelle est l'alternative
le cache de solutions alternatives, il y a par exemple l'existe Monero, qui est basé sur un algorithme de hash différent. Je connais pas vraiment les différences. Je dois admettre que je connais mal Monero. Je sais juste que Monero utilise quelque chose qui s'appelle Ray Solutions. Il y a aussi des maths intéressantes là, mais je n'ai pas regardé la différence. Voilà. Je devine que les garanties de vie privée qu'ils font sont moins fortes que celles qu'il y a dans le Zcash, mais je ne connais pas les détails. Voilà, c'est tout pour ce soir. Veuillez s'il vous plaît applaudir notre conférencier. Merci beaucoup. Et de notre côté, traduction.